Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Renforcement des acteurs du secteur privé. 2 entreprises avicoles de la commune de Tori bénéficient de l'appui du Paracep. Le Bénin veut intégrer la gestion de l'hygiène menstruelle dans les politiques publiques. Une formation a lieu à cet effet à Cotonou. Les détails dans ce journal. Et puis la gestion des réceptifs hôteliers en pleine pandémie de coronavirus préoccupe plusieurs acteurs du secteur. Ils réfléchissent depuis ce mardi sur les comportements à adopter en tant qu'hôtelier face à cette pandémie. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en République du Bénin était au cœur d'une audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée aux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Ce document, objet de vulgarisation auprès des institutions de la République, sera bientôt étudié à l'Assemblée nationale. Écoutons le président de cette commission à la sortie de l'audience. C'est toujours un plaisir de revenir à l'Assemblée nationale. Qu'il vous souvienne que le 31 août dernier, 2019, le président de l'Assemblée nationale avait reçu une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme qui était venue l'informer des dispositions de la loi et des principes directeurs qui nous guident en tant qu'institution nationale des droits de l'homme. Et il y avait un aspect lié à la présentation du rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Le rapport est transmis conformément à l'article 16 de la loi 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le rapport est transmis dans un premier temps aux institutions de la République. Il fait l'objet d'une large diffusion et enfin, il est présenté devant le Parlement, suivi de débats. Nous sommes venus aujourd'hui pour discuter des modalités de présentation de ce rapport devant l'Assemblée nationale, qui est, comme vous le savez, le cœur de la démocratie. Par ailleurs, comme vous le savez, le Parlement peut nous aider en apportant son total appui. Le président de l'Assemblée nationale a cédé à notre demande de retenir une date au cours de la session qui s'ouvre très bientôt, afin de nous permettre de répondre aux exigences de la loi. La coordination départementale atlantique du mouvement Lien National a été installée. Cette nouvelle cellule a pour mission de faire la lumière sur les réalisations du PAG dans le département de l'Atlantique. Léna Kagwazaou et Simon Vignon pour le point. Voici la coordination départementale de l'Atlantique du mouvement associatif Le Lien National. Un mouvement qui s'est assigné pour mission de vulgariser les réalisations à l'actif du programme d'action du gouvernement. Ce à quoi va donc aussi s'atteler le bureau ici installé. Devrions-nous prouver encore que notre département abrite aujourd'hui le plus important programme de construction de logements sociaux et économiques, la cité administrative la plus importante du Dahomey, Bénin, le premier hôpital de référence du Bénin, le premier marché de gros du pays, l'aéroport le plus important de notre pays. Devrions-nous insister sur les projets d'assainissement du cadre de vie dans le département de l'Atlantique, d'extension du réseau routier,
de fourniture d'eau et d'électricité dans la plupart de nos communes. L'occasion est saisie pour expliquer aux nouveaux adhérents le concept de lien national qui entend fédérer toute la jeunesse du nord au sud. Un exposé est aussi fait sur les valeurs prônées par le mouvement. Nous sommes protecteurs de notre pays, de notre nation. Et nous sommes fiers du développement que ça a été de connaître. On s'est dit, d'abord, quel est le creuset qui peut fédérer les énergies, qui peut fédérer tous les fils du pays du nord-sud. Et quand le nom, Dieu et les membres de nos ancêtres nous ont inspirés à trouver le nom qu'il faut aujourd'hui, qui rassemble tous les fils de ce pays, le lien national, ce que nous avons de commun, c'est le Bénin. Plus cher que nous, que tout pour nous, c'est le Bénin. Et vous et nous surtout, nous avons en commun la génération, nous avons en commun les enjeux futurs. Donc, à partir de cet instant, chacun devrait se lever et prendre son bâton de pèlerin pour aller en mission pour son pays. Le mouvement associatif national n'est pas un parti politique, il faut le préciser, c'est une association qui regorge en son sein les anciens responsables étudiants à travers les responsables étudiants des mouvements étudiantins. Puisque nous militons dans les partis politiques, en dehors d'avoir notre mouvement qui est basé sur la loi 1901 en matière d'association, nous avons également nos partis politiques dans lesquels nous travaillons. Mais nous avons dit que nous sommes des jeunes. Nous avons des objectifs clairs qui répondent aujourd'hui à ce leader charismatique qui est le chef de l'État. À la jeunesse béninoise, le coordonnateur national du lien national lance cet appel vibrant. Il y en a qui ont leur intérêt, mais qui parfois sont portés à manipuler la population, notamment les jeunes. Vous savez, vous et nous, puisque nous sommes liés par le présent, et nous sommes surtout liés par l'avenir, parce que vous et nous, on aura encore 40 ans, 50 ans, 60 ans à passer sur la terre. Et donc c'est plus important pour nous, aujourd'hui, de pouvoir accompagner quelqu'un qui est le symbole vivant de nos aspirations. Quelqu'un qui, en 4 ans, nous avons vu, qui a soulevé les montagnes. On n'aurait pas cru que c'est au Bénin que tout ce que nous vivons ces dernières années se passe. Et donc on ne peut pas être révolutionnaire un peu. On ne peut pas être un jeune ambitieux, déjà individuellement, et avoir un chef d'État rempli d'ambition pour son peuple et ne pas accompagner celui-là. Le mouvement Lien National fait son petit bonhomme de chemin et ambitionne d'étendre ses tentacules dans tout le pays. Je vous l'annonçais dans les titres, le PARACEP, le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, a financé 2 entreprises avicoles dans la commune de Tory. Il s'agit des sociétés Terre et Associés et Le Cristal, un appui financier qui aurait contribué à une amélioration significative de leur production. Lénaïk Agbazaou, Bruno Routekbo. Bienvenue dans l'univers avicole de Terre et Associés à Tory, une société qui a bénéficié de l'accompagnement du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, le PARACEP, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, avec pour maître d'ouvrage le ministère du Plan et du Développement. Appuyé à hauteur de 150 millions de francs CFA, Terre et Associés a pu construire 2 grands bâtiments de production, un château de 20 000 litres d'eau, et commandé 2 grands lots de poussins reproducteurs. L'entreprise dispose aussi désormais d'une chambre froide solaire pour la conservation des œufs. Aujourd'hui maintenant, nous sommes à une production toutes les semaines que Dieu fait. Donc l'éleveur peut commander le poussin et dans les 2 semaines peut l'avoir au lieu d'attendre 8 semaines auparavant. Et grâce aux revenus qui sortiront du premier lot, à partir de juin 2021, nous allons passer à 30 000 poussins. Et donc à 30 000 poussins, tout venant, ça veut dire que les agriculteurs béninois peuvent pousser un ouf parce qu'il y a des gens qui ont besoin de 10 000 poussins, 20 000 poussins du coup, mais ils ne pouvaient pas en avoir. Le PARACEP s'inscrit dans la même dynamique que le programme d'action du gouvernement en ce qui concerne la transformation structurelle de l'économie et appuie significativement les filières agricoles tout en contribuant à la création des interprofessions et à l'exécution des projets de services. Toujours dans la commune de Tory, le PARACEP a aussi financé à hauteur de 142 millions de francs CFA l'établissement Le Cristal et ses 4 co-demandeurs pour la production et la commercialisation d'aliments
de viande, de volaille et d'œufs. Paracel nous a beaucoup aidé. Déjà dans la construction des magasins, on a pu en fonds de roulement pour notre site de production de poussins d'un jour, en aménagement de nos bâtiments sur notre site et en automatisant notre système d'abreuvoir et aussi en nous aidant à créer un mini abattoir semi-automatique, améliorer notre site de conservation et nous a construit un entrepôt frigorifique et aussi des véhicules pour transporter aussi une camionnette frigorifique. Un financement qui impacte donc toute la chaîne de production, de l'étable jusqu'à la table du consommateur, surtout dans un contexte d'interdiction par le gouvernement de l'importation des œufs de table. On parle à présent de cette soutenance de thèse de doctorat. Afizou Ganda est désormais docteur de la faculté des sciences agronomiques. Il a soutenu sa thèse de doctorat qui valide une technique de production de larves de mouches domestiques. Ramatou Lawani et Robert Coupin-Edor nous en disent plus. C'est une thèse de doctorat qui propose aux acteurs du secteur agricole et de l'élevage une technique simple et efficace de production, de conservation et de valorisation des larves de mouches domestiques. Au terme d'une transformation agroalimentaire, l'impétrant présente le produit fini, à savoir une protéine nécessaire dans la composition des provendes pour nourrir la volaille et les poissons. Lorsqu'on prend la production animale, notamment la production avicole et piscicole, deux types de protéines sont notamment utilisées. Il s'agit des protéines animales et végétales. Et parmi les protéines animales, la plus utilisée reste la farine de poisson. On a aussi une catégorie de protéines comme le soja, les lentilles et autres. Mais de plus en plus, ces sources de protéines deviennent rares et aussi très chères parce qu'utilisées également par l'alimentation animale. Alors, il s'agissait de trouver des alternatives, des palliatives pour pouvoir assurer toujours une bonne production de ces animaux, à savoir la volaille, les poissons, sans compromettre au niveau de l'homme les ressources alimentaires. Cette thèse, qui constitue une innovation de l'impétrant dans le domaine de la sécurité alimentaire, séduit les membres du jury. Il a fait un excellent travail scientifique. Il a produit un très bon document de thèse. Dans l'unanimité de tous les membres du jury, la mention qui lui est attribuée, c'est la plus haute distinction. C'est une mention très honorable, plus les félicitations du jury. La valeur de cette thèse n'est plus à démontrer. Et l'impétrant mérite la mention que le jury vient de lui décerner. De cette thèse innovante sortiront des applications pratiques pour améliorer la production animale au Bénin. Afizou Ganda entend s'engager à valoriser les résultats de ses recherches dans le nord Bénin. Intéressons-nous à présent au nouveau visage du quartier Agla. Le projet asphaltage a aussi pris en compte ce quartier de Cotonou. De nombreuses rues se sont modernisées et ce, au grand bonheur des populations. Voici le constat de Lénaï Kagwazaou et de Benjamin Denayon. Au dire des populations, Agla est un quartier qui mourait pratiquement. Malade des années durant de l'indifférence des différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Symptômes développés, impraticabilité des voies, inondations, insalubrité, nid de poules et dénivellation. Avec l'ingénieux projet asphaltage du gouvernement du Nouveau Départ, le quartier a subi une cure qui ne dit pas son nom. Actuellement, il y a maintenant la vie à Agla. Parce qu'avant, tellement de l'eau ici, il y a tellement de l'eau. Si la pluie tombe, il n'y a pas la voie pour passer d'Agla à Agla. Donc actuellement, Agla est bon. Les clients viennent ici maintenant. Actuellement, avant, il n'y a pas de clients. J'apprécie notre président qu'il a fait pour nous. Actuellement, Agla est en pavé et c'est très bon pour moi. Les voies étaient dans un piteux état. Les autres gouvernements nous ont fait d'énormes promesses, mais rien. En saison pluvieuse, on perd notre clientèle et on souffre. Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement.
Donc, on est sur le coutoni. Donc, fidé dans bezin, moi fidé. Il y avait un grand trou ici provoquant d'énormes dégâts. Avec le gouvernement de Patrice Talon, nous sommes soulagés. Avec la construction de la voie, nous avons beaucoup de clients et sommes contents. Merci au président de la République. Hormis cette voie quittant la gendarmerie pour le commissariat d'Agla, une autre menant à la maison des jeunes a été aussi toilettée. Nous ne subissons plus le calvaire des inondations. C'est une grande joie pour nous les vendeuses ambulantes. Nous remercions le Père de la Nation. Avant, la voie était tellement dégradée et on n'arrivait pas à bien circuler sur la voie. Bon, depuis qu'ils ont fait la voie, actuellement, on arrive bien à circuler sur la voie et c'est très bien. On remercie le président actuel pour les travaux. Mais debout, moi, c'est disons les banques là, et si bon, et si on circuler à Agla était un chemin de croix. Avec lui, tout est propre et beau. Force à lui. Avant, quand il pleut, passer par ici, c'est un calvaire. Mais aujourd'hui, nous roulons sans difficulté. Infiniment, merci au chef de l'État. Une nouvelle ère s'ouvre pour ce quartier autrefois gangréné par la délinquance et l'insécurité. La construction des voies est doublée de l'éclairage public et les zones marécageuses comme Akolomé affichent un nouveau visage. C'était un bas-fond ici avant. Aujourd'hui, tout s'est modernisé. Merci au président et à son gouvernement. C'est une très belle voie aujourd'hui. On la contournait avant. Je suis dans le quartier il y a 35 ans. Tout a changé. Que Dieu lui donne la force de mieux faire. La population souffrait. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est free. Vraiment, nous tenons à remercier le chef de l'État et son gouvernement. Parce qu'il a tout fait. Les anciens chefs ont essayé de faire quelque chose, mais ils n'ont pas réussi. Mais lui, il a réussi. On tient vraiment à le dire merci. Agla se modernise, laissant derrière lui son triste passé de quartier très inondé. Former les patrons d'entreprises sur les normes fondamentales au travail et la responsabilité des entreprises, c'est l'un des objectifs du Conseil national du dialogue social. À cet effet, les responsables du CNDS ont organisé ce mardi une formation qui a réuni des patrons d'entreprises. Les précisions dans cet élément. Donner les armes du dialogue social aux acteurs de tous les secteurs d'activité, telle est sa vision. Et aujourd'hui, le Conseil national du dialogue social CNDS, avec l'appui de la Confédération des syndicats chrétiens des Pays-Bas CNV International, renouvelle son engagement à travers l'organisation de cet atelier dédié aux acteurs de l'entreprise. La CNV International entend contribuer à la promotion du renforcement des capacités des employeurs et des travailleurs, notamment en ce qui concerne la maîtrise des normes internationales de travail de l'OIT et la législation nationale
en matière de droit du travail comme base d'un dialogue social constructif. Elle voudrait également promouvoir la prise en compte de la responsabilité sociale sociétale des entreprises qui s'impose comme axe de coopération et d'intervention pour une économie qui se veut mondialisée, globalisée. Les objectifs poursuivis par le CNDS à travers cet atelier sont exposés à l'assistance. Sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité de créer et de maintenir le dialogue social dans l'entreprise. Définir une vision commune et partager sur les règles de conduite du dialogue social au sein de l'entreprise. Identifier des stratégies de conduite du dialogue social pour des résultats probants. Échanger en vue d'une meilleure maîtrise des normes fondamentales au travail par les acteurs de l'entreprise, sensibiliser les acteurs concernés aux différents contours de la responsabilité sociétale des entreprises. Cette activité n'est que la première d'une série. Ces formations, dont l'impact sur le dialogue social national devient de plus en plus une évidence, devront s'étendre et atteindre un plus grand nombre d'acteurs du dialogue social, y compris les départements territoriaux, les communes, les branches d'activité, les entreprises et services publics. Et le CNDS ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bien d'autres projets sont prévus pour que vive au Bénin le dialogue social, gage de paix et de développement. Conformément aux objectifs de développement durable et dans le cadre de la stratégie nationale qui renforce l'égalité entre les sexes, le Bénin a entrepris d'intégrer la gestion de l'hygiène menstruelle dans ses programmes. Une formation se tient à cet effet à Cotonou. Marcela Rossi et Patrick Nimavo, compte rendu. L'un des sujets qui reste largement tabou dans le monde entier sont les menstruations. Elles restent aussi synonymes de peur, de gêne et plus souvent de honte. Et pourtant, il s'agit d'un processus normal, physiologique. Dès lors, la santé et l'hygiène menstruelle sont des conditions essentielles pour la dignité et le bien-être des filles et des femmes. C'est pourquoi le Bénin, comme d'autres pays déjà, veut briser les tabous liés aux menstruations en vue de mettre fin, sinon de réduire les stigmatisations et leurs conséquences sur les femmes et les filles notamment. Le gouvernement béninois s'est engagé à intégrer la gestion de l'hygiène menstruelle dans ses programmes en vue d'atteindre la cible 6.2 des objectifs du développement durable. Pour ce faire, il importe que les interventions des acteurs concernés par cette question soient coordonnées. C'est pourquoi, pour nous, garantir l'accès aux services de l'hygiène, de la santé et de l'hygiène menstruelle, c'est donc contribuer significativement à la réalisation des droits, à l'assainissement, à la santé, à l'éducation des filles et des femmes. Hygiène menstruelle, ce sujet n'a souvent pas été explicitement abordé quand on évoque les questions de genre dans les politiques publiques. Et on sait que cette question elle est très importante quand on sait que les filles abandonnent l'école parce que les conditions ne sont pas réunies pour une gestion de l'hygiène menstruelle avec dignité, quand on sait que les toilettes des fois n'existent pas, il n'y a pas d'eau, les enseignants ne comprennent pas les besoins spécifiques des filles quand elles sont en menstrues. La consultante Mbarou Gassama Mbaye représente ici une personne ressource à ce séminaire de formation. Et ces discussions vont permettre de briser le silence. Elle vient du Sénégal, où la problématique connaît déjà un début de solution. Les résultats, nous, qu'on a eus au Sénégal, c'est changement de politique publique. La question est explicite. Au Niger, elle est explicite. Et comme c'est explicite dans la lettre de politique sectorielle, donc les budgets, naturellement, ont été affectés à cette question. Au Bénin, le sujet pourrait être bientôt abordé dans les enseignements primaires, secondaires et supérieurs, mais aussi à l'échelle communautaire. Il y a déjà en vue la création d'un cadre de concertation interministériel. Déjà que ce cadre soit fonctionnel et
et à travers ce cadre, organiser des interventions intégrées et coordonnées, que tous les différents ministères sectoriels puissent se mettre ensemble pour que chaque ministère joue sa partition. Pour réussir la mission, le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, WSSCC, s'engage, comme par le passé, à soutenir les actions des gouvernants. La gestion des réceptifs hôteliers pendant la pandémie de coronavirus, cette problématique est au cœur d'un atelier qui a démarré ce mardi à Cotonou. Les participants vont à l'occasion mener les réflexions sur les comportements à adopter face à cette pandémie. C'est une initiative de la Direction départementale du tourisme, de la culture et des arts Atlantique Littoral. Gilles Dansou, Benjamin Denayon. Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme compte parmi les plus impactés par le coronavirus. Il est donc important de former les acteurs de la chaîne hôtelière. Le respect des gestes barrières, le port des masques de protection et bien d'autres aptitudes à avoir face à la clientèle. Alors que le monde entier fait face actuellement à une crise sanitaire majeure liée à la pandémie du Covid-19, notre secteur reste l'un des plus impactés sur toute la chaîne. Cette situation qui crée un manque à gagner au plus haut niveau, malgré les dispositions prises en vue d'endiguer le mal, ne calme pas les ardeurs. Ces transformations ont une incidence capitale sur les entreprises et les activités liées au tourisme et par ricochet à l'hôtellerie. Pour ces raisons, le secteur hôtelier mérite d'être placé au centre de recherche pluridisciplinaire permettant des regards croisés et des approches comparées. C'est donc dans le but, d'une part, de limiter la propagation de cette pandémie dans les réceptifs hôteliers et de proposer, d'autre part, des mesures idoines en vue d'une relance effective des activités que cette formation a été élaborée. Cette pandémie, avec qui nous allons vivre désormais, mérite de notre part des dispositions à prendre pour ne pas disparaître en tant que promoteur d'hôtels ou acteur d'autres activités entrant dans la chaîne hôtelière. Une formation qui, à coup sûr, va apporter un plus dans la gestion de nos complexes hôteliers. En réalité, dans nos sites respectifs, nous pratiquons déjà les gestes barrières, à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon en priorité. C'est ce que nous demandons à tous les clients qui visitent nos sites. On essaie aussi d'utiliser les gels pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau rapidement et tout. La clientèle est inquiète, vu qu'avec cette pandémie, on demande de ne pas trop côtoyer l'autre, de rester chez soi. C'est comme si on demandait aux gens de ne plus aller vers les gens, de ne plus sortir, de ne plus pratiquer les loisirs et consorts. Et quand on parle de loisirs, le premier secteur qui est impacté, c'est forcément le tourisme et l'hôtellerie. Bien d'autres formations sont prévues toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans le secteur hôtelier. Parlons à présent de la Fondation Educator, une organisation qui œuvre pour la promotion du leadership au Bénin. Elle a été créée il y a 1 an et a détecté 2 talents. Ils ont été distingués à Porto Novo. Brice Rungwa et Firmin Bassao pour les détails. Des plaques d'honneur nationales remises à 2 personnalités reconnues pour leur engagement en développement communautaire puis en éducation basée sur le changement des mentalités. Le premier, Dr Babajide Michel, qui fait l'honneur et la fierté du Bénin à travers la Maison du Paysan. Monsieur le fondateur et le promoteur de la Maison du Paysan. En 1993, à Lokossa, au Bénin, vous avez créé la Maison du Paysan contre toutes les prescriptions universitaires classiques qui conduisent vers le village du paysan. Une université de diffusion des savoirs endogènes qui améliore les économies villageoises. Révolutionnaire engagé, vous avez mis en place de nouvelles normes d'intensification et de rentabilisation des spéculations agro-pastorales traditionnelles. Produit à partir de 10 poules locales, 300 poulets vivants en 6 mois est désormais possible grâce à vos œuvres. Face à ce que nous appelons la léthargie agro-pastorale, vous avez initié en 2000
Le réveil agropastoral, une arme de déprogrammation et de reformatage, de mobilisation sociale, de lutte contre la pauvreté et la faim. La liste est longue. La logique, c'est de se remettre en cause, quoi. C'est cette remise en cause que moi j'ai opérée à la Maison du Paysan pour fédérer 12 espèces et animales ensemble contre les prescriptions universitaires pour créer la Maison du Paysan. Parce que mon rêve, c'est que chaque paysan béninois, chaque paysan africain puisse avoir en main une activité génératrice de bénéfices et non de revenus pour pouvoir mieux subventionner les besoins de sa famille. Le président national de l'International Yonf Fellowship, de son côté, reçoit cette distinction parce que la priorité de son institution est de développer une nouvelle approche d'éducation basée sur le changement de mentalité au sein de la jeunesse béninoise. Comme nous avons l'habitude de dire à la Fondation Educator, chaque jeune est une semence divine qui portera son fruit en sa saison pour le bénéfice de la cité. Vous leur enseignez donc la crainte de Dieu afin d'enraciner en eux ces valeurs capitales qui leur donnent une identité forte pour une relève garantie. Pour le président de la Fondation Educator, l'objectif d'une telle cérémonie est de valoriser les talents nationaux et étrangers qui ont commencé une œuvre marquante de développement et de les encourager davantage à aller de l'avant. Au Nigeria, 2 morts ont été enregistrés au cours de nouvelles manifestations contre les violences policières. Les manifestants réclament la dissolution d'une force spécialisée de la police. En Guinée, Alpha Condé tient ses derniers meetings avant la présidentielle. Voici la compilation des informations dans le monde. Au Nigeria, des manifestants bloquent une rue d'Abuja, la capitale. Ils réclament la dissolution de la SARS, une unité spécialisée dans la lutte contre la criminalité, les homicides, les enlèvements, les vols, etc. Accusés de racketter la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtres. Ils nous diront qu'ils les ont dissous et nous les reverrons plus tard. Nous ne les croyons plus. Nous voulons que le président Muhammadu Buhari donne un ordre et nous croirons que la SARS a été officiellement dissoute par le gouvernement fédéral. Vous voyez donc qu'on ne peut pas faire confiance à l'IG, l'inspecteur général de la police, car il nous a donné sa parole qu'en tant que manifestants civils, pacifiques, aucun mal ne nous serait fait. Et pourtant, il a manqué à sa parole. Nous ne lui faisons pas confiance. Je ne suis qu'un jeune Nigérien. Nous sommes tous en colère. Nous voulons que la violence policière cesse, que le démantèlement de la SARS soit complet. Nous voulons que le président du Nigeria nous parle. Nous sommes son peuple. La contestation populaire naît sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SARS tuant un homme à Ughelli dans l'état du Delta, amené à l'annonce dimanche par la présidence nigériane de la dissolution avec effet immédiat de l'unité spéciale. Mais cela n'a pas réussi à calmer les esprits ni à rassurer la jeunesse et les manifestations ont repris de plus belle. Pendant ce temps, les écoles nigérianes rouvrent leurs portes après 6 mois de fermeture en raison du coronavirus. De nouvelles normes sanitaires ont été mises en place pour accueillir les élèves en toute sécurité. Nous sommes à Conakry, des milliers de sympathisants d'Alpha Condé attendent leur leader charismatique. Mais il ne tardera pas à répondre. Ils sont venus vous dire que je suis malade, je suis touché, je ne vais même pas me lever. Je suis malade. L'ex-opposant historique tient ses derniers meetings présidentiels avant l'élection. Je ne veux pas de violence, je ne veux pas que vous laissez les pierres, je ne veux pas que vous laissez les gens, ne parlez pas de vous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour prouver tout simplement au professeur Alpha Condé qu'il est quelqu'un, franchement, qui prône avant tout la paix dans notre pays. Et aussi, c'est quelqu'un qui veut franchement du progrès dans notre pays. Alpha Condé espère remporter un 3e mandat pour poursuivre son œuvre de réformateur, rendant coup sur coup à ses adversaires et aux défenseurs des droits humains qu'il accuse de dérives autocratiques.
des unités de démineurs du gouvernement libyen d'accord national JNA reconnu par les Nations Unies rassemblent et font détonner environ 25 tonnes de munitions non explosées découvertes dans les zones situées au nord de la capitale Tripoli. Nous avons commencé à transférer les prises de guerre qui ont été récemment recueillies des zones d'affrontement au sud de Tripoli vers les zones de leur explosion et de leur destruction dans la région d'Al-Hira. C'est l'un des moyens pour collecter environ 25 tonnes de ces munitions et les transporter vers le site où elles seront explosées dans la région d'Al-Hira. C'est approprié pour des membres du Parlement de Tobrouk et du Haut Conseil d'État de l'Ouest, les deux institutions qui ont émergé de l'accord libyen de Chirat. Nous avons besoin d'eux dans ce dialogue car ils doivent assumer leurs responsabilités dans cette nouvelle phase en Libye. Les mines ont tué ou blessé plus de 100 personnes, dont de nombreux civils, au sud de la capitale libyenne à la suite de combats meurtriers entre forces rivales. Recrudescence dans la métropole alsacienne des agressions et des insultes sexistes. L'association de boxe féminine Allez les filles dispense conseils et cours de self-défense pour aider les femmes. Je suis rapidement intervenue avec l'association Allez les filles pour vraiment faire connaître aux femmes leurs droits parce que j'étais très interpellée de voir que beaucoup de jeunes femmes étaient agressées à Strasbourg et n'osaient pas aller porter plainte. Il y a 19 mois de ça, je me suis faite violemment agresser et j'étais venue une première fois 2 semaines après mon agression et je me sentais pas trop prête à continuer dans cette lancée parce que j'étais encore très fragile physiquement, psychologiquement. Et là, 1 an et demi après, le procès étant passé, j'ai gagné et je me sens prête de nouveau à affronter le monde, entre guillemets. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de témoins et des témoins qui ne réagissent pas. Ça non plus, avant, ça n'existait pas. Enfin, moi, je n'ai pas vécu ça. C'est vrai que maintenant, c'est une recrudescence. Et on fait comme si on ne voyait rien. Voilà, non, c'est pas possible. Le harcèlement de rue, c'est pratiquement tous les jours, à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Et dans la même veine, le Bangladesh va rendre le viol passible de la peine de mort après une série d'agressions sexuelles qui suscitent depuis plusieurs jours des manifestations indignées dans tout le pays. Si on veut mettre fin à la culture du viol, il faut agir contre l'impunité. On parle de la punition la plus haute, mais pas de la punition minimale. Le sujet est encore sous contrôle d'une loi de 1872, alors que nous sommes en 2020. C'est ridicule. Le Bangladesh, 168 millions d'habitants, exécute régulièrement des condamnés malgré les groupes de défense des droits de l'homme. Depuis 2013, 23 personnes ont été pendues et le nombre de personnes attendant leur exécution s'élève à 1718 au moins, selon un groupe militant local. Finissons ce monde en bref avec les USA dans l'État de Texas. Pour la présidentielle, le vote anticipé a démarré avec ici des électeurs dans un bureau de vote de Houston. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.